Bonjour, bienvenue dans ce deuxième rendez-vous de la semaine thématique du Club des petites villes de demain dédié à vivre avec la nature dans les petites villes de demain, côté Agence nationale de la cohésion des territoires, nous avons organisé avec l'Association des petites villes de France, la Banque des territoires, le CEREMA, Pop Sud Territoire et de nombreux autres partenaires que vous retrouvez tout au long de la semaine. Je suis Juliette Auricos, directrice du programme au sein de l'agence. J'aurai le plaisir d'animer ce webinaire qui nous amènera jusqu'à 16 heures. Comme toujours, n'hésitez pas à poser toutes vos questions au fil de l'eau dans l'onglet questions et réponses. On les prendra lors des séances de questions-réponses et puis tout au long de l'heure, de nombreux partenaires et en particulier des experts de la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature sont connectés pour pouvoir vous apporter des réponses par écrit. Donc n'hésitez pas, profitez-en. Toutes les questions plus techniques dans l'outil discussion ou chat. Cette séquence est enregistrée et sera, comme toujours, disponible sur notre site internet. La semaine thématique Vivre avec la nature a commencé hier avec une première table ronde lors de laquelle nous avons échangé sur ce qu'est la nature en ville, les leviers, les acteurs. On a notamment déjà touché du doigt ce sujet de la place de l'eau en ville, qui est intrinsèquement lié d'ailleurs à la question des sols. Ça a été amené comme cela par la directrice générale en charge de la nature. Cette question de l'eau, elle nous semblait collectivement indispensable à aborder dans le cadre de cette semaine, bien sûr en tant que ressource naturelle à préserver en soi, tant sur le volet quantitatif que qualitatif. Elle peut constituer un risque, on l'évoquera juste après. C'est également bien sûr un lieu de vie pour des écosystèmes variés. Et également, l'eau amène avec de nombreuses aménités, que ce soit face au changement climatique, en matière paysagère, récréative et de bien vivre de manière plus générale. On le sait également, c'est un vrai défi d'aménagement urbain. On a déjà des exemples très parlants dans un grand nombre de petites villes. Je pense à Guingamp, qui était lauréat de l'appel à manifestation d'intérêt centre-bourg en 2014, qui illustre bien un enjeu majeur qu'on retrouve dans de très nombreuses petites villes, et c'est ce que vous nous dites à chaque fois qu'on a l'occasion d'en échanger, où on voit bien que historiquement, ces dernières décennies, les villes se sont construites en tournant le dos à leurs rivières ou à leurs cours d'eau. Et c'est vrai qu'on est l'héritier maintenant de ces stratégies qu'il faut se réapproprier, questionner pour bâtir des aménagements urbains plus en lien avec les enjeux d'aujourd'hui, que ce soit en matière de transition écologique ou d'usage et d'attente des habitants. Pour parler de cette question, donc comment améliorer le cycle de l'eau, nous vous proposons un webinaire en 2 temps. Un premier temps de manière classique, désormais pour les webinaires Petites Villes de demain, un retour d'expérience, puis des échanges entre experts qui vous permettront de comprendre les différents outils à votre main et de pouvoir poser toutes vos questions. Pour le premier temps, sur le retour d'expérience, on vous propose aujourd'hui de découvrir le projet de Awala Yalimapo en Guyane, qui, une fois n'est pas coutume, n'est pas une commune petite ville de demain, mais tout de même une petite commune qui compte 1400 habitants sur les rives du Maroni et de l'océan Atlantique, et qui a été accompagnée dans le cadre du dispositif Fabrique Prospective, qui est un dispositif porté par l'ANCT. Et cette fabrique prospective qui a accompagné 4 collectivités portées sur la nature comme atout pour l'attractivité et la résilience des territoires ruraux. Dans le cadre de Awala Yalimapo, la question de l'eau s'est posée de manière particulièrement prégnante de par le climat équatorial humide. C'est une zone de ponte de tortues marines, une biodiversité très riche. Je suis très heureuse de céder la parole à Madame Tiffany Ariwanari, qui est première adjointe au maire d'Awala Yalimapo. Et puis ensuite, on aura un retour plus général sur cette fabrique prospective par Annabelle Boutet, chef du pôle prospective, veille et innovation de la NCT. Madame Ariwanari, je crois que vous êtes là et je vais vous céder la parole. Merci beaucoup. Alors, vous l'avez brièvement présenté, effectivement, Awala Yalimapo, c'est la deuxième plus petite commune de la Guyane française, hein, pour le coup. On est situé vraiment à l'ouest de la Guyane, sur la pointe, si on peut dire ça, donc vraiment à l'embouchure du fleuve Maroni, au croisement du fleuve de l'Amana, donc qui se retrouve de l'autre côté. Et donc très, très rapidement, pour revenir sur... J'ai 10 minutes, c'est bien ça, hein, donc très rapidement pour revenir
de la démarche de l'ANCT et pourquoi nous avons justement adhéré à cela. On est labellisé Pays d'art et d'histoire à Walayali-Mapo et actuellement on est dans le renouvellement après 10 ans d'un premier volet qui était surtout centré sur l'aspect culturel du territoire. Et donc pour ces 10 ans, donc pour ce renouvellement, en y réfléchissant avec l'équipe, on s'était dit justement qu'on avait mis énormément le paquet sur l'aspect culturel, mais que l'aspect environnemental, donc tout ce qui tourne autour de la biodiversité, de la nature, avait été un peu délaissé. Et donc c'est en ça que du coup on a vu ce que la NCT proposait sur la thématique justement de la ruralité et du rapport à la nature sur leur territoire. Et donc ça tombait plutôt bien. C'est comme ça qu'on a adhéré tout de suite à la démarche. Et donc, évidemment, tout le processus s'est enclenché et puis on s'est retrouvé à faire des réunions de groupes locaux avec la présence de personnes de l'ANCT, des bureaux d'études qui les accompagnaient et donc des ateliers très riches, très parfois pas évidents non plus, hein, parce que du coup, c'est vrai que c'était des habitants qui étaient présents et donc évidemment, la perception du territoire n'est pas de toute manière forcément le même quand on est élu et quand on est un habitant, etc. Et, et donc, la première grosse problématique qui a été soulevée, c'était justement la question de l'érosion côtière. Il faut savoir que ça fait déjà depuis quelques années qu'on assiste sur la plage de Yalimapo. Alors, il y a Awala et Yalimapo, hein, c'est vraiment deux parties de la commune donc, qui se forment en village. Donc, le bourg d'Awala Yalimapo, le village d'Awala, pardon, le bourg d'Awala et le village de Yalimapo qui se situe plus enfin là, c'est vraiment là que se trouve la plage. Et donc, ça fait depuis quelques années qu'on observe ce phénomène d'érosion. Et donc, en 2019, il y a eu cette grande submersion aperçue qui est arrivée pratiquement au niveau des habitations. Et donc, voilà, phénomène très, très présent encore dans l'esprit des personnes, etc. Et ça fait depuis 3 ans et même 2 ans que c'est en accélération de tous les jours, il y a des cocotiers qui sont plantés, et donc tous les jours, il y a un cocotier qui tombe. Donc, c'est vraiment quelque chose que les populations vivent au plus près, puisque du coup, c'est un village, hein, je veux dire, les habitants vivent avec la plage, et donc il n'y a vraiment pas de séparation, c'est vraiment un ensemble. Et donc, la question, justement, durant ces échanges-là, c'était de dire, mais comment s'emparer de ce sujet-là pour que ça comment dire, que ça devienne vraiment un point que la municipalité prenne en main cette problématique-là, sachant toutes les difficultés qu'il y a à côté. Et donc, il y a eu la proposition de justement qu'il y ait quelqu'un, un animateur, disons comme ça, qui s'occupe essentiellement de ce dossier-là, que ce soit un bureau d'études ou voilà, qu'importe, mais qu'il y ait vraiment quelqu'un qui soit sur ce dossier tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, le groupe local avait proposé des points dessus. Et c'est comme ça, après, justement, qu'on a mis suite à cette réflexion en groupe. Que ensuite, je crois que c'était ouais, quelques mois après, on a justement décidé avec alors, sur le territoire, il y a une micro-entreprise qui existe, donc c'est Wano Guyane, et donc c'est l'ancien conservateur de la réserve, parce qu'il y a une partie du territoire qui est en réserve naturelle, pardon, et donc qui a été l'ancien conservateur de la réserve, de cette réserve-là, et donc qui est animé par ce sujet-là depuis qu'il a été conservateur, et donc il vit sur le territoire depuis une trentaine d'années, et donc qui a une micro-entreprise aujourd'hui. Et donc, c'est à travers cette personne-là qu'on s'est dit, je pense que c'est la meilleure personne qui pourrait justement être, entre guillemets, l'animateur de cette thématique-là. Donc, c'est ce qui a été enclenché. Et donc, depuis, on a pas mal avancé sur cette problématique-là, sachant que la question de l'érosion côtière, pardon, donc, comme je le disais, est un phénomène qui est connu depuis déjà pas mal d'années au niveau du territoire et qui a déjà eu des décisions qui avaient été prises en conseil municipal, notamment
des populations de Yalimapo, donc à peu près 200 habitations, à déplacer justement vers le bourg d'Awala. Et donc, c'est une décision qui avait été donc votée en conseil municipal. Et donc, c'est vrai que c'est une partie, comment dire, déplacer tout un village entier si demain vraiment l'érosion côtière devient prégnante, n'a pas forcément été évidente et donc n'a pas forcément non plus été des plus compris, disons, par les habitants, parce que bon ben il y a toute une histoire autour de l'installation de ces familles-là à ce niveau-là, et donc c'est pas du jour au lendemain que ça peut se faire. Et donc il y a toute une communication également qui est en train de se mettre actuellement. Nous sommes en train de travailler dessus sur justement les actions enfin la légitimité de certaines actions prises par la municipalité en ce sens. Sur la question du coup de l'érosion côtière, en avançant avec cette micro-entreprise donc représentée par Monsieur Chevalier, il y a eu plusieurs. Alors le dossier a pas mal avancé hein, pour le coup. La question du rechargement en sable, c'est vraiment la méthode que nous avons pris en compte. Une méthode douce, c'était vraiment la seule qui se présentait à nous, donc de pouvoir récupérer du sable plus haut dans l'estuaire pour pouvoir la ramener au niveau de la plage. Bon, ça a l'air simple comme ça, bien évidemment. Il y a toutes les études qui doivent être faites autour de la granulométrie des sables, de la propreté pardon, de ce sable, etc. Et donc, en ce sens, c'est la communauté des communes, donc la CCOG localement ici, communauté pris en charge justement l'étude de cette possibilité-là. Et donc vient la question, alors ça c'est vraiment, ça a l'air simple de le dire comme ça, mais c'est vrai que ça nous a pris beaucoup de temps de savoir qui allait financer, etc. Cette partie d'étude. Ensuite, la deuxième partie, c'était justement déplacement des populations et donc forcément aménagement. Et ça, pour le coup, c'est encore des discussions, des réunions qu'on doit encore tenir avec les services de l'État qui jusqu'à présent sont un peu, comment dire, dans leurs réserves, disons ça comme ça. Et donc, c'est un des plus gros aspects de ce dossier-là comment dire, qui nous paraît le plus compliqué à mettre en place. Mais on y travaille toujours actuellement. Hein, on a avancé un petit peu sur l'aspect étude par rapport au rechargement en sable. Reste encore la demain pourrait accueillir le village, en tout cas les familles qui se déplaceraient à ce niveau-là. Donc, c'est encore des choses sur lesquelles aujourd'hui on ne peut pas encore avancer des points remarquables, disons, sur ça. Et donc, du coup, alors j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais en tout cas sur la question de l'érosion, voilà où nous en sommes. Et du coup, j'ai vraiment perdu le fil de ce que j'allais dire. Euh, mais je crois qu'on arrive aux 10 minutes, alors Oui, et puis vous pourrez revenir en fonction je des pourrais, questions, bien sûr. en fonction des questions, oui, il y aura des choses qui vont me revenir, mais là, effectivement, j'ai perdu vraiment le fil. Mais enfin, disons, voilà, donc il y a vraiment deux aspects du dossier grâce à justement ce partenariat qu'on a mis en place. Oui, qu'on a mis en place, pardon, avec cette micro-entreprise. Donc, la question de l'étude de la faisabilité de ce rechargement en sable sur la plage de Yalimapo, sachant qu'il y a tous les aspects environnementaux, évidemment, qu'il faut prendre en compte. Et donc, de l'autre côté, encore aujourd'hui, la discussion avec les services de l'État quant à l'aménagement de l'espace qui accueillerait donc les familles si demain, vraiment, il faille penser au déplacement du village. Donc, on est vraiment aujourd'hui dans cette situation-là. Sachant que la question de l'érosion côtière nous a freiné dans beaucoup d'aspects hein, pour le coup. Comme je l'ai dit au tout début, on est labellisé pays d'art et d'histoire. Donc la labellisation demande à mettre en place un centre d'interprétation d'architecture et du patrimoine, bâtiment que nous avons ciblé donc pour accueillir cet élément-là du label. C'était donc les vestiges du bagne donc qui existent sur la plage de Yalimapo, donc centre pénitentiaire à l'époque du bagne. Hein, Yalimapo a été centre pénitentiaire. Et donc aujourd'hui, on ne peut plus du tout
tout aménager cet espace-là parce que du coup, risque de submersion, risque d'érosion. Et donc, ça nous fait repenser toute notre organisation vis-à-vis de la construction ou en tout cas de la mise en place de ce centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine. Donc voilà, mais de toute façon, s'il y a des questions, je serais très contente d'y répondre et je pense qu'il y aura des choses qui pourront se préciser davantage. Merci beaucoup pour votre témoignage. Effectivement, ces enjeux d'érosion côtière ou de recul de trait de côte, je pense que ça parlera à beaucoup de communes littorales qui peuvent faire partie de la communauté Petite Ville de demain et au-delà. Euh, et moi, je retiens notamment les deux points importants un peu que moi j'ai entendu dans ce que vous disiez. Il y a à la fois le lien avec la population et tous les enjeux d'acceptabilité face à des risques majeurs et des changements assez radicaux de l'organisation territoriale. Et de l'autre, l'enjeu de l'ingénierie avec cette fameuse fonction d'animateur qui était confiée à ce micro-entrepreneur et puis de toute l'expertise nécessaire aussi face à des sujets qui sont complexes vis-à-vis de l'acceptabilité, mais aussi techniquement. Donc, merci beaucoup pour ce témoignage super complet. Et je vais céder de suite la Oui, parole en juste, vous invitant, Madame Marie Wanary, peut-être à couper votre micro une fois que vous aurez fini de parler, sinon vous allez avoir des petits bruits parasites. oui. Juste, je voulais rajouter justement sur la question de l'acceptabilité et du changement des rapports finalement avec son habitat, hein. La question est allée jusqu'à justement à repenser finalement notre manière de construire les maisons ici aujourd'hui au vu de la situation, aussi bien de l'érosion côtière, mais aussi globalement des changements climatiques que nous observons et que nous subissons aussi en Guyane. Donc vraiment, il y a eu vraiment toute une réflexion autour de ça. Et donc ça, c'est une autre partie de la démarche avec ce micro-entrepreneur. Donc voilà, pour compléter. Parfait, merci beaucoup. Annabelle, est-ce que je te vois? Oui. Donc, Annabelle Boutet, nous sommes collègues, puisque nous sommes toutes les deux à l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Annabelle, comme je vous l'introduisais tout à l'heure, est chef du pôle prospective, veille et innovation. J'espère ne pas avoir dit de bêtises dans l'intitulé. Et Annabelle pilote tous les dispositifs, notamment Fabrique Prospective. Annabelle, est-ce que tu pourrais revenir peut-être sur les grands enseignements, en particulier relatifs à l'eau, mais qui étaient ressortis en conclusion de cette fabrique qui s'est terminée au printemps dernier? Oui, merci. Alors, juste quelques mots pour expliquer un peu ce que c'est une fabrique prospective. Donc, c'est une offre d'ingénierie de la NCT qui est un peu particulière puisque c'est une offre d'ingénierie collective, c'est-à-dire qu'on accompagne un groupe de territoires, 4 à 8 territoires qui vont travailler sur le même sujet pendant un an, uniquement des sujets de transition. Donc, avant tout, transition écologique, mais aussi transition démographique, transition économique, transition de l'action publique. Nous, notre rôle, c'est de co-construire un cahier des charges qui fixe une problématique, une hypothèse des axes de travail. On finance entièrement la prestation ou bien on la cofinance, donc les collectivités n'ont pas de financement à apporter et le prestataire doit accompagner chaque territoire dans une réflexion prospective mais qui aboutit à un programme d'action à mener à court terme. Et parallèlement, il y a des échanges entre les élus de ces territoires et des acteurs nationaux, donc nous à INCT, mais aussi des associations d'élus, des têtes de réseau, des chercheurs, des ministères, des opérateurs de l'État. Et donc à la fin, chaque territoire a sa feuille de route et puis il y a des enseignements nationaux en fait qui sont diffusés largement à tous les territoires. Donc ça c'est sur le dispositif. Alors, c'est un dispositif qui existe depuis 2018 et il y a 3 fabriques par an, donc on en est à une quinzaine. Donc, la fabrique prospective sur la nature comme atout pour attractivité et résilience des territoires ruraux. Donc, il y avait 4 communes rurales qui étaient accompagnées. Donc, vous avez eu Awala Yalimapo, il y avait Bar dans la Loire, Beurré-sur-Saulx dans la Meuse et il y a une petite erreur dans le diapo, parce que Gornac est en Gironde et non pas dans la Meuse, mais c'est pas grave. Donc, c'est des communes
Awala Yalimapo était la plus grande, environ 1400 habitants, et c'était Buré-sur-Saulx, la plus petite, je crois, qui était à 430 habitants. Le sujet, en fait, il visait à concilier dans un projet de territoire les 6 fonctions apportées par la nature. Donc, ces 6 fonctions, c'est l'approvisionnement en alimentation, eau, bois, énergie. Deuxième fonction, les services écosystémiques de régulation, donc maîtrise des inondations, îlots de fraîcheur, qualité de l'air. Les apports culturels, qu'ils soient éducatifs, récréatifs ou esthétiques, le bien-être, le lien social, et puis la création d'emplois et d'activités économiques. C'est une fabrique prospective qu'on a conçue avec l'Association des maires de France, avec la Direction générale des Outre-mer et avec l'Office français de la biodiversité qui a cofinancé la prestation. Alors, on peut... Ah oui, alors juste, voilà, je vais revenir sur les 4 communes. Donc, ces 4 communes, elles ont été identifiées parce qu'elles présentaient en fait des situations à la fois différentes par rapport à la nature, mais représentatives de la diversité des territoires ruraux. Donc, Awala Yalimapo, je n'y reviens pas, étant donné que Tiffany en a parlé. Bar, là, on est dans une commune qui est attractive, qui est dans l'aire d'attraction, on va dire, de Montbrison, et donc qui devait gérer cette attractivité et puis aussi repenser en fait l'activité agricole. Buré-sur-Saulx dans la Meuse, là on est dans une commune qui était détruite pendant la Seconde Guerre mondiale et qui avait vraiment un enjeu d'attractivité du patrimoine bâti. Et puis Gornac, donc je disais en Gironde, la commune viticole. Et comme vous le voyez, en fait, chaque commune a plus spécifiquement creusé un des sujets. Donc, quelques mots sur Gornac parce qu'il y avait pas mal de réflexions donc, sur ce sujet eau. Donc, commune viticole, population en croissance, une municipalité qui était déjà investie sur les sujets de transition écologique, parce qu'il y avait des réunions avec la population qui s'appelait Gornac en transition. Sur le sujet eau, sur le sujet de l'eau, il y a 3 actions qui ont été particulièrement creusées. La pose de bacs récupérateurs d'eau de pluie pour les habitants, avec un objectif de mise à disposition de 100 cuves pour les habitants. La deuxième action, c'était de planter des haies et des arbres pour maintenir des zones humides. Donc, les haies, c'est vraiment revenu comme une action à mener dans nos différents territoires. Et puis, la troisième action sur l'eau, c'était intégrer la gestion de l'eau dans les actions relatives à l'urbanisation. Il faut savoir qu'à Gornac, on est au règlement national d'urbanisme. Donc, ça posait quelques questions. Les 4 points en dessous, ce sont en fait les 4 enjeux transversaux à nos 4 communes et qui nous semblaient transversaux à d'autres communes rurales. Donc, juste quelques éléments sur l'enjeu gestion de la ressource en eau et réduction de la vulnérabilité face au risque d'inondation. Là, ce qui est ressorti, c'est que vraiment un enjeu dans toutes nos communes sur la qualité et la quantité d'eau disponible. Et en fait, les élus ont souligné vraiment l'importance de sensibiliser les populations afin d'éviter des usages qui étaient non raisonnés et qui se manifestaient par une surconsommation de la ressource. Donc, un premier point sur la sensibilisation. Et puis, le deuxième point,
c'est le risque d'inondation, qu'il s'agisse de débordement de cours d'eau, ça c'était par exemple à Beurré-sur-Saulx, de ruissellement, de remontée d'une nappe ou de submersion marine comme à Walaya-Limapo. Il faut savoir qu'en France, le risque d'inondation, c'est le premier risque naturel. Il y a 16 000 des 36 000 communes françaises qui sont concernées par le risque de débordement de cours d'eau. Et donc, c'est 1 habitant sur 4 et 1 emploi sur 3 qui est menacé. Et en tout, on a 860 communes qui sont concernées par le risque de submersion marine et 75% des communes qui sont potentiellement impactées par les risques liés au ruissellement. Donc, voilà, l'enjeu de la réduction de la vulnérabilité face au risque d'inondation était particulièrement fort. Donc, pour finir, on a co-construit entre acteurs nationaux et élus 14 pistes d'action autour de 4 axes, donc foncier, agriculture, faune, flore. Et le 4e axe, c'est l'eau. Donc, très rapidement sur les différentes pistes sur l'eau. Non, alors, globalement, sur les 14 pistes d'action, en fait, ce dont on s'est rendu compte dans le dialogue entre élus et acteurs nationaux, c'est que par rapport aux remontées des élus en termes d'accompagnement, il y avait des trous dans la raquette, bien sûr, mais il y a aussi beaucoup d'informations, de dispositifs qui existent et qui étaient mal identifiés, qui posent voilà, la question au niveau national de la bonne diffusion en fait, de l'information sur les outils, les aides disponibles. Alors, c'est notamment le cas sur l'eau, où il y avait un premier point qui était faire connaître l'information à disposition des élus concernant l'état de la ressource en quantité et qualité. Il y a bien sûr les agences de l'eau, mais il y a aussi le site Eau France qui regroupe des données, des indicateurs sur l'eau, les milieux aquatiques, leurs usages, les services publics de distribution d'eau et d'assainissement. C'est un système d'information sur l'eau qui regroupe des établissements publics, les ministères des collectivités, des associations, je passe. Donc, vous pourrez aller voir sur le site Eau France, il y a énormément de données qui peuvent être utiles aux élus. Deuxième point, c'était les actions de sensibilisation, de proposer, ou plutôt de mieux faire connaître les kits de communication qui existent, parce qu'il y a déjà des kits de communication qui sont mis en place par les agences de l'eau, l'État, les services déconcentrés. Le troisième point, encourager la récupération de l'eau de pluie. Donc ça renvoie sur le projet de bac récupérateur à Gornac, mais il n'y a pas que ça. Avec une piste en fait qui est le premier plan d'action national pour une gestion durable des eaux pluviales qui a été publié en novembre 2021, qui couvre la période 2022-2024, qui a 4 axes, dont mieux faire connaître les eaux pluviales et les services qu'elles rendent, intégrer la gestion des eaux pluviales dans les politiques d'aménagement, faciliter l'exercice de la police de l'eau et améliorer les connaissances scientifiques. Les agences de l'eau, dans ce cadre-là, elles ont notamment pour mission de faciliter l'accès aux aides financières disponibles donc à destination des élus, et le CEREMA est en charge de créer un centre de ressources sur l'eau dans la ville. Et puis le dernier point, on en reparlera, c'est soutenir le recours aux solutions fondées sur la nature avec des agences de l'eau, des départements, des régions qui aident le développement de ces solutions. Et puis le programme Life Artisan qui vise à expérimenter des solutions, qui accompagne 10 sites pilotes, et il y a un site internet avec aussi plein de ressources disponibles. Voilà, je m'arrête là. Et puis, il y a des liens vers la page des fabriques prospectives si vous êtes intéressé par le dispositif. Et il y a un lien plus spécifique sur la publication relative à cette fabrique où il y a
tout ce que j'ai dit, mais en beaucoup plus long. Et il y a en annexe un recueil d'aides mobilisables voilà, que vous pourrez consulter. Voilà. Merci beaucoup, Annabelle, pour cette présentation donc de la fabrique prospective qui s'est achevée cette année sur la nature dans les territoires ruraux, de manière très concise pour le titre, et pardon s'il est escamoté. On a pu répondre aux différentes questions. Je vois une question qui vient d'arriver, mais je pense qu'on la prendra plutôt en fin de webinaire parce que ça permettra de refaire la synthèse en réalité sur l'appropriation de la gestion intégrée de la GIEP dans le cadre de l'aménagement par les élus. Et donc, je regarde s'il n'y a rien d'autre. Je vous propose d'avancer sur le deuxième temps de ce webinaire. On a appelé Parole d'experts. Donc, on a la chance d'avoir 3 experts autour de la table en réalité. Donc, je vais en premier lieu céder la parole à Charles Azé, qui est adjoint à la sous-directrice de la protection et de la gestion de l'eau, des ressources minérales et des écosystèmes aquatiques au ministère en charge de la transition écologique. Puis, nous reverrons Régis Sauté de l'Agence de l'eau Seine-Normandie et nous finirons cet après-midi avec Karine Hurel de la Fédération nationale des agences d'urbanisme. Donc, comme annoncé, je vous propose... Est-ce que Charles est là? Je crois que oui. Oui, Charles, je vous propose de nous présenter quelles sont les attentes du ministère en matière de nature en ville et d'eau en ville et peut-être quelques points de repère sur ce sujet avant d'entrer dans le vif du sujet avec Régis. Oui, très bien, avec plaisir, merci. C'était juste quelques mots d'introduction de ce deuxième temps de l'après-midi pour rappeler l'importance pour le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires de l'intégration d'une politique intégrée de l'eau. Et dans ce contexte, l'importance de dispositifs comme Petite Ville de demain. Donc, au-delà de l'eau, si on reprend le chapelet de webinaire que vous proposez cette semaine, c'est bien la nature qu'il faut remettre au cœur de nos politiques d'aménagement, en tout cas dont il faut renforcer la place, que ce soit pour les aménités qu'elles offrent en ville, le facteur d'attractivité que ça procure, ou encore pour adapter le territoire au changement climatique et le rendre toujours plus résilient. Mais en ce qui concerne l'eau plus particulièrement, moi j'aime bien la notion d'habitabilité. C'est dans les exemples qui nous ont été donnés finalement, et je pense que c'est la racine de programmes comme Cœur de ville ou Petite Ville de demain. Il y a le côté habitabilité de ces espaces, les faire transformer pour s'adapter au nouveau contexte. Donc souvent au début à travers les politiques d'habitat, ça a été cité face à des risques naturels soulignés par le changement climatique, de trait de côte, etc. Donc on est vraiment sur des notions d'habitabilité et bien entendu ça rejoint directement l'eau sur tous ces aspects. Bien sûr on ne peut pas habiter là où il n'y a pas d'eau. Un territoire habitable, c'est un territoire résilient à la sécheresse. C'est aussi un territoire accueillant pour l'habitat au sens naturel, donc pour la biodiversité, pour retrouver un sol vivant dans le cadre du respect du cycle de l'eau. Ça a été cité par Madame Boutet dans les politiques de gestion durable du cycle de l'eau, telles que le plan national, mais voilà, des recharges naturelles des nappes par la désimperméabilisation, la protection de zones humides, ça a été cité comme exemple aussi tout à l'heure, ou encore la renaturation de rivières, mais aussi la mitigation des inondations et de tous les épisodes un peu climatiques sévères qu'on va être amené à connaître de manière de plus en plus fréquente. Donc voilà, remettre l'eau au centre de nos politiques d'aménagement dans les petites villes, c'est faire un territoire c'est rendre le territoire toujours plus habitable et en se projetant dans le futur, en faire un territoire aussi en bonne santé. Je n'ai pas cité, mais ça concerne aussi la politique de l'eau, la lutte contre les pollutions diffuses, facteurs de risque. Une fois qu'on a dit ça, voilà, l'eau, c'est déjà très transversal. Si on prend petite ville, pour des élus locaux, les thématiques sont complètes.
dans le rôle qui leur échoit. Donc, c'est intéressant, important pour l'État d'avoir des outils structurés au niveau national comme Petite Ville qui permettent de faire vivre un réseau comme aujourd'hui, qui permettent aussi d'avoir donc ces politiques intégrées d'habitabilité, de l'habitat jusqu'au sol naturel perméable. Voilà ce que je tenais à dire au nom de la direction de l'eau et de la biodiversité pour vous remercier pour cette organisation et pour ouvrir la parole aux intervenants de la suite de l'après-midi. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher Lazé, et puis merci pour l'appui, pour l'organisation de cette semaine et plus spécifiquement de ce rendez-vous. On va se tourner vers un autre acteur incontournable en réalité dès qu'on parle d'eau. On a la joie d'accueillir Régis Théé, donc de l'agence de l'eau Seine-Normandie. On ne pouvait pas accueillir toutes les agences de l'eau, donc on va en avoir une, en tout cas, qui pourra, puisque chaque agence a son programme d'intervention. Monsieur Théé, vous êtes chef du service industrie, micropolluants, pluvial et assainissement dans la délégation Seine-et-Marne. J'ai ça comme indication, je crois que c'est ça. Je ne suis pas complètement sûre de moi sur l'intitulé. En tout cas, Seine-Normandie, c'est certain. Est-ce que vous pourriez nous rappeler le rôle des agences de l'eau et les actions menées, notamment dans le programme d'intervention actuel? Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'introduction du ministère. Donc oui, je vais rappeler le rôle des agences de l'eau. Donc les agences de l'eau sont des établissements publics de l'État sous la double tutelle des ministères de l'écologie et des finances. Et elles correspondent aux 6 bassins hydrographiques lorsque l'on parle de la France métropolitaine. Les bassins hydrographiques, c'est la notion de grands fleuves ou de petits fleuves côtiers. Elles assurent des missions de perception de recettes sous forme de redevances, de conseil aux partenaires, d'analyse technique des projets. Et puis, si les enjeux sont intéressants pour la qualité, la protection des eaux, qu'elles soient superficielles ou souterraines, elles redistribuent ces redevances sous la forme de subventions et ou d'avances remboursables dans le cadre de leur programme d'intervention. Donc, actuellement, nous sommes dans le programme d'intervention 2019-2024. Le prochain sera sur la période 2025-2030, donc une stabilité en termes de politique de l'eau. Les priorités des agences sont liées au schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, les fameuses DAGE, à la directive cadre pour l'eau et notamment pour l'atteinte du bon état des masses d'eau le plus rapidement possible, puisque la première échéance était fixée à 2015, et aussi au changement climatique. Alors, concernant le cycle de l'eau, il n'y a qu'un seul cycle de l'eau. D'ailleurs, je crois que vous verrez une image tout à l'heure représentant le cycle de l'eau. Donc, je laisse le suspense. Je vais vous parler plutôt de ce qu'on appelle classiquement petit cycle de l'eau, qui n'est qu'un raccourci et qui est lié à l'eau dans la ville. En fait, du point de prélèvement d'eau jusqu'au rejet des eaux utilisées au milieu naturel. Alors, on commence par les captages, donc les prises d'eau superficielles souterraines, les forages, les puits, les sources, enfin ce que vous connaissez classiquement, qui permettent de prélever l'eau au milieu et de la redistribuer aux habitants des collectivités, aux industriels, à tous les acteurs du territoire. Il est indispensable de les protéger, ces points d'eau. C'est un élément majeur pour garantir une eau de qualité à moindre coût sur le long terme. Bon, malgré tout, ces eaux peuvent éventuellement nécessiter des investissements nécessaires pour délivrer une eau conforme selon la réglementation. Après ces points de prélèvement, vous avez les réseaux d'adduction et les dispositifs de stockage. Les dispositifs de stockage, ce sont les fameux châteaux d'eau, qu'ils soient aériens ou souterrains. Et là, l'agence peut vous accompagner sur vos projets de rationalisation. Et enfin, je voudrais insister sur les réseaux de distribution pour lesquels l'important est de limiter les fuites et donc d'obtenir un bon rendement de réseau. Il s'agit en fait de perdre le moins possible d'eau sur le trajet et donc avoir un moindre impact sur la facturation de l'eau. Donc là, je vais juste vous illustrer avec un petit exemple. Donc c'est une très petite ville, donc j'ai pris 250 habitants, simplement parce que ça donne des chiffres ronds, avec une ressource dont le coût de production et de distribution est de 30 centimes par mètre cube. Donc le besoin en eau, il est 10 000 mètres cubes par an.
Avec un rendement de réseau à 50%, vous avez besoin de pomper 20 000 m3 par an, et donc à 30 centimes par mètre cube, ça vous fait une facture de 6 000 € que vous répercutez non pas sur les 20 000 prélevés, mais sur les 10 000 facturés, ce qui vous fait un coût au mètre cube de 60 centimes. Si vous passez votre rendement de 50 à 60%, le coût revient à 50 centimes par mètre cube. C'est une baisse de 17%. Si vous passez de 50 à 70, ça revient à 43 centimes par mètre cube. Là, vous gagnez 28% sur le coût. Et enfin, si vous avez la chance de passer de 50 à 80%, vous êtes à 37 centimes 50 le mètre cube. Là, vous avez gagné presque 40% sur votre prix de l'eau. Alors, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de répercuter la totalité de la baisse du prix de l'eau à vos usagers, mais ça peut vous permettre de constituer un budget permettant des investissements sur votre réseau de distribution à l'avenir. Après l'eau potable, un petit mot sur l'assainissement. Donc, après utilisation de cette eau potable, vous récupérez de l'eau dite usée, de l'eau sale, qui est collectée et envoyée dans un système d'assainissement, qui soit collectif ou non collectif. Donc, les réseaux d'assainissement peuvent être de plusieurs natures. Vous avez les réseaux unitaires, donc là, vous avez les eaux usées et les eaux pluviales dans le même tuyau. Un réseau séparatif, vous avez un réseau pour les eaux usées, un réseau pour les eaux pluviales, ou alors vous avez un réseau mixte qui mélange les deux réseaux dont je viens de vous parler. Donc ces réseaux, à l'exception des réseaux pluviaux, conduisent à un système de traitement, ce que vous connaissez sous la fameuse station d'épuration, qui permet d'éliminer la majeure partie des composés polluants présents dans l'eau usagée. La principale difficulté aujourd'hui, elle réside dans la qualité des branchements en domaine privé sur ces réseaux d'assainissement, ainsi qu'à la réduction des volumes d'eau ruisselée collectés. Donc l'enjeu, ce sont bien des eaux usées qui prennent le bon chemin vers la station d'épuration, sans déversement d'eau brute au cours du trajet, notamment par temps de pluie, avec les surcharges hydrauliques via les déversoirs d'orage. Merci beaucoup, Monsieur T, de cette description rapide et néanmoins étayée et chiffrée de ce que c'est que le petit cycle de l'eau. Est-ce qu'on pourrait, en quelques minutes, puisque le temps tourne, parler de désimperméabilisation? On l'a un peu évoqué hier lors de la table ronde d'ouverture. Je l'évoquais en ouverture aussi de ce webinaire sur le lien entre eau et sol et cette fameuse canalisation à outrance, j'allais dire peut-être un peu rapidement. En tout cas, voilà, la discussion, en tout cas, sur faut-il canaliser toutes les eaux et comment désimperméabiliser si on va sur ce cheminement. Oui, bien sûr. Donc oui, on peut aider et accompagner la désimperméabilisation, mais notre clé d'entrée, en fait, c'est le déraccordement des eaux pluviales des réseaux d'assainissement, pour les raisons que je viens d'évoquer sur les surcharges hydrauliques. Il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, des pluies d'une dizaine de millimètres, donc ce que l'on appelle classiquement les pluies courantes, ça représente 80% de la pluviométrie annuelle en termes de volume. Donc, en réduisant ces pluies de quelques millimètres au réseau d'assainissement, on gagne 80% de volume dirigé artificiellement vers les stations d'épuration. Donc, l'objectif est bien pour nous, Agence de l'eau, de réduire les volumes collectés au profit de surfaces perméables, si possible végétalisées, donc afin de favoriser l'infiltration, la recharge du sol, voire éventuellement de la nappe en dessous. Et indirectement, ça peut aider aussi à créer des îlots de fraîcheur via les solutions fondées sur la nature, améliorer le cadre de vie de nos concitoyens en ville. Donc, il y a plein d'avantages à ces solutions-là. Si je peux faire juste un petit aparté concernant le fonds vert. Donc, le fonds vert, il y a une partie de ces axes actuels qui est déjà soutenue par les agences de l'eau et en fonction des orientations qui seront retenues, elles seront sans doute soutenues techniquement et probablement financièrement par les agences de l'eau. Parmi les domaines déjà aidés qui existeront, il y a la prévention des inondations. Je parle bien de prévention, je ne parle pas de lutte contre les inondations.
la renaturation des cours d'eau, dont on a parlé tout à l'heure, la désimperméabilisation avec des connexions des réseaux d'assainissement, les solutions fondées sur la nature. Enfin, je pourrais y passer une bonne partie de l'après-midi, mais comme le temps m'est compté, je vais faire court. Donc, les modalités de ce fonds vert sont en cours d'établissement, mais en tout cas, les agences de l'eau y contribueront avec les moyens mis à leur disposition. Et ce sera le cas notamment sur la partie liée au fonds de renaturation des villes. Enfin, je sais, avant que vous ne me posiez la question, il y a un sujet qui est vaste en ce moment et qui revient classiquement sur le devant de la scène, c'est la réutilisation des eaux usées. Donc, dans un premier temps, il faut distinguer deux types d'eau. Les eaux usées, donc celles dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont collectées dans les réseaux d'assainissement qui arrivent aux stations d'épuration, et les eaux qu'on appelle non conventionnelles, c'est-à-dire les eaux pluviales et les eaux de process industriels notamment. Pour nous, il faut veiller surtout à ne pas déstabiliser le cycle actuel de l'eau. Donc, il est nécessaire, avant d'engager tout projet, de réaliser des études technico-économiques. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que sur notre bassin Seine-Normandie, mais chez mes collègues des autres agences, c'est la même chose. On a certains cours d'eau du bassin qui sont alimentés en période d'étiage, c'est-à-dire en été et en début d'automne, à 50, 70, voire même 100% par le débit de la station d'épuration. Donc, si on diminue les rejets d'un côté, on risque la mortalité de la faune et de la flore de l'autre côté. Cette étape de prospective passée, notamment la définition des besoins, il faut être clair aussi sur les rôles des uns et des autres, en particulier pour la gestion future des ouvrages, donc qu'ils soient le stockage de l'eau, les conduites de transport, mais aussi pour assurer leur pérennité, qui fait l'investissement, qui participe à l'entretien, qui intervient en cas de dysfonctionnement. Pardon. Merci beaucoup, Monsieur T. Effectivement, je crois que ça soit en termes de réutilisation des eaux usées ou pour tout sujet relatif à l'eau, plus généralement, je pense à l'aménagement. Je retiens cet appel à la prudence quand même et à l'ingénierie, au diagnostic préalable, parce qu'il y a un certain nombre de conséquences qu'il faut savoir anticiper, ou en tout cas qui peuvent soit éclairer la décision, soit qu'il faut anticiper effectivement en termes de dimensionnement d'ouvrage. Merci beaucoup. Je vous propose. Si vous me permettez juste un mot, je voudrais on va devoir terminer. avancer, sinon malheureusement Karine Hurel ne pourra pas. Non, mais je laisse le mot, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. C'était juste, si vous avez un projet lié à l'eau, pensez à Agence de l'eau. Voilà, c'est très court. Merci. Et également, n'hésitez pas à regarder on vous les remettra, mais vous pouvez retrouver grâce à Aide Territoire un certain nombre d'aides portées par les différentes agences de l'eau selon votre commune. Donc là, on a eu la chance d'avoir un témoignage et une présentation côté Agence de l'eau Seine-Normandie. Bon, les principes restent les mêmes, mais les modalités d'intervention peuvent légèrement varier d'une agence de l'eau à l'autre. Et donc, l'approche par Aide Territoire vous permet d'avoir vraiment l'information adaptée à votre territoire plus particulièrement. Merci beaucoup, Monsieur T. Et puis à tout à l'heure. Et n'hésitez pas à répondre s'il y a des questions dans questions-réponses par écrit. Karine Hurel, donc vous êtes déléguée générale adjointe de la Fédération nationale des agences d'urbanisme. On évoquait dès l'ouverture le lien intrinsèque entre cycle de l'eau et aménagement urbain. En particulier au sein de la FNO, donc votre fédération, vous avez publié un recueil méthodologique avec beaucoup d'exemples très documentés sur les solutions fondées sur la nature et notamment les écosystèmes aquatiques. Donc, ça nous semblait particulièrement pertinent que vous puissiez nous évoquer comment, par l'aménagement, les documents de planification, les collectivités peuvent améliorer la gestion de l'eau et puis un ou deux retours d'expérience. Merci Juliette, je vais aller très vite pour laisser la place aux questions. Peut-être juste vous dire que les agences d'urbanisme, elles sont 51 sur le territoire national métropolitain et ultramarin, mais elles ne sont pas partout, mais elles se déploient et elles accompagnent les territoires dans leur compréhension de leurs enjeux, d'observation, mais aussi de planification. Et effectivement, le document qu'on a publié des solutions d'adaptation fondées sur la nature, intégré au document de planification, vous permet de retrouver tout ce que je vais dire. Et en vrai, ça reprend pas mal de choses qui ont déjà été évoquées. Ça va être une illustration. En tout cas, les outils de planification sont des leviers possibles pour pouvoir intégrer la gestion du cycle de l'eau de manière la plus efficace. Je vais vous
montrer un exemple, comme ça, ce sera beaucoup plus concret. Donc, on peut passer, voilà, merci, super, ça se fait bien. Sur un exemple que vous retrouverez dans la publication qui est étayé, c'est celui du Pays d'Aubagne. Le Pays d'Aubagne et de l'Étoile est une intercommunalité qui est un peu grosse, mais qui est assez étendue, 110 000 habitants, 250 km². 12 communes, climat, pour ceux qui connaissent, méditerranéen, très impacté par le cycle de l'eau avec des impacts liés aux inondations potentielles, des vagues de chaleur et de sécheresse importants, mais aussi de ruissellement et potentiellement d'inondations. Et le petit schéma que vous retrouvez dans la publication qui a été réalisée par l'agence de Marseille, où vous explique ce que l'on n'a pas dit et que je simplifie, avec des grands enjeux du grand cycle de l'eau et du petit cycle de l'eau qui est celui de la ville. Mais pour autant, le document de planification qui a été réalisé par le Pays d'Aubagne cherche à limiter les impacts du petit cycle de l'eau pour limiter les impacts sur celui du grand cycle de l'eau. Alors, dans le document de planification qui a été produit, en fait, il y a eu la réalisation d'un document qu'on appelle une OAP, c'est une orientation d'aménagement et de programmation. Cette OAP, elle peut être dans les PLUI, thématiques, sectorielles ou hybrides. Et là, l'intérêt de produire un document, une OAP thématique, ça permet d'intégrer, c'est un document un peu qualitatif qui donne des grandes orientations stratégiques. Et là, ça permet de vraiment articuler ces enjeux du PLUI pour la gestion de l'eau. Ils ont, de manière un peu qualitative. Ils ont identifié 3 points très précis, qui est d'abord de diversifier les sources d'approvisionnement. C'est un territoire qui est alimenté essentiellement par la Durance et le Verdon. Je suis désolée, je vais très vite, mais ça vous donne des grandes lignes. Ces sources d'eau vont avoir des prévisions de diminution de leur On a le temps de dérouler, Karine, il n'y a pas de problème. D'approvisionnement de 30%. Donc vraiment, il y a un enjeu de limiter la ponction sur ces cours d'eau. Et donc, une identification avec l'OAP qui permet d'harmoniser et de mettre en cohérence tous les schémas, c'est de préserver les masses souterraines, notamment celles qui sont sous le massif de la Sainte-Baume, pour des usages futurs. Donc, un enjeu de préservation et de diversification des sources d'approvisionnement en eau, et avec un deuxième point qui est d'encourager la récupération des eaux de pluie, on l'a dit tout à l'heure, et ce, à toutes les échelles. Donc, ce premier enjeu, la diversification des sources d'approvisionnement. Un deuxième enjeu identifié dans l'OAP, c'est la favorisation, on l'a dit, mais ça vous permet de voir la manière dont c'est réarticulé dans les territoires. Favoriser l'infiltration et le stockage des eaux de pluie. Donc, ils ont identifié un certain nombre de grands axes dans ces OAP, mais qui sont déclinés après dans les PLUI. D'abord, de développer les surfaces perméables et végétalisées dans la ville. Je vous ai donné des illustrations qui ne sont pas du tout, en dessous les petites images, qui ne sont pas du tout sur ce territoire-là, mais ça pour donne des idées de ce que ça signifie, ce qu'on entend beaucoup parler de nous, et on ne sait pas nécessairement ce que c'est. Donc, ça vous permet d'avoir l'illustration, c'est en bas à gauche. Donc, de permettre, et puis j'imagine que Régis TS saura mieux que moi définir ce que c'est. Permettre donc à l'eau de pluie aussi de s'infiltrer, donc avec de la désimperméabilisation, des stockages temporaires donc, qui ont été identifiés dans l'OAP pour pouvoir avoir des toitures qui permettent de stocker l'eau ou d'autres systèmes qui permettent de faire en sorte que ça puisse ne pas s'écouler d'un coup si on avait besoin d'avoir des systèmes de ruissellement qui pourraient être limités. Donc vraiment quelque chose qui se met un peu partout, des jardins de pluie, un peu partout dans la ville, pour favoriser cette infiltration, voire ce stockage. Et troisième point qui est important, on l'a dit un petit peu tout à l'heure, mais c'est vraiment tout ça être mis en cohérence et donc appliqué sur ce territoire-là, c'est de restaurer les fonctions écologiques des cours d'eau. Et sur le territoire, il y a le fleuve de Uvaune qui prend sa source dans la Sainte-Baume et qui a été identifié comme un axe qu'il fallait préserver, restaurer dans sa continuité écologique, notamment sur les ripisylves, pour qu'il y ait vraiment une définition des espèces végétales qui soit adaptée à la hauteur des berges, qui puisse vraiment être dans la continuité urbaine,
qui aura évidemment un impact sur la qualité de vie ou sur les îlots de fraîcheur et de gestion des îlots de chaleur, mais qui permet aussi de gérer ce petit cycle de l'eau pour ne pas impacter le grand cycle de l'eau. Donc, les leviers donc, de solutions d'adaptation fondées sur la nature, ils ont un intérêt s'ils sont traduits dans les documents de planification. Et c'est un peu le sens du document et de cette illustration, de vraiment utiliser des documents de planification qui peuvent paraître barbares, mais qui ne sont pas nécessairement si compliqués que ça, qui vont permettre de traduire dans la ville vraiment des opérations, et là sur un point très spécifique qui est le cycle de l'eau. Voilà, une illustration, et dans le document, il y en a plein d'autres sur l'eau et sur les autres chantiers, comme les îlots de chaleur, par exemple. J'ai fait vite. Merci Karine. J'intervenais en disant que tout allait bien parce qu'en fait, on a réussi, si je ne dis pas de bêtises, à répondre à peu près toutes les questions au fur et à mesure où elles sont tombées par écrit. Je regarde, je laisse juste 1 ou 2 minutes si jamais dans les participants, il y avait une question brûlante, sachant que, comme on l'évoquait, on est dans une semaine thématique, donc nous aurons la joie de nous retrouver encore 4 fois dans la semaine pour les très assidus. Et on n'est jamais très loin. Merci beaucoup à tous les intervenants. Je retiens effectivement, je pense que le maître mot, c'est vraiment intégrer cet enjeu de l'eau à vos projets, Petite Ville de demain. C'est vraiment l'occasion de vous servir aussi de l'ingénierie du programme pour ça. Vous avez eu un aperçu un peu de différents sujets, différents acteurs assez incontournables sur le sujet, donc n'hésitez pas. Ah ben voilà, il suffit que j'annonce la conclusion. Plein de questions arrivent. Tac, tac, tac. Vu qu'il est 15h58 et comme les habitués du club savent que je suis un petit peu... je tiens en tout cas à respecter les horaires de fin, sachant que tous les agendas sont assez contraints. On va regarder toutes vos questions et revenir vers vous ensuite si les participants, enfin les intervenants ont la réponse sous la main et peuvent la taper en direct, et comme ça elle sera enregistrée, ça sera formidable. Également, peut-être vous exhorter, enfin rappeler l'exhortation qui vous a été faite hier à vous préparer vos projets, enclencher les études, etc. Comme ça vous a été présenté pour le fonds vert, on va être dans une logique déconcentrée et ascendante. Donc l'idée, ça va être d'accompagner vos projets. Il y a une question tout à l'heure sur l'intervention du fonds vert sur des projets liés à l'eau. Comme toujours, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre préfet de département, de votre directeur départemental des territoires pour toute question et anticiper. Mais avancer sur vos projets et le fonds vert sera là aussi pour ça, pour pouvoir vous accompagner là-dedans. Vous avez normalement eu pas mal d'éléments de ressources, de bonnes idées. On vous les remettra, mais vraiment, n'hésitez pas à aller regarder ce super ouvrage de la FNO sur repenser les écosystèmes avec les solutions fondées sur la nature, avec cet exemple qui est repris et qui est très éclairant. Et bien sûr, le rapport de la fabrique prospective que Annabelle Boutet vous a présenté. Ça peut vous faire deux documents d'inspiration et d'aide méthodologique qui devraient vous être utiles. En tout cas, on l'espère. Demain, on vous propose de nous retrouver à 15h encore pour, pareil, comment intégrer la nature dans mon projet d'aménagement urbain. On aura l'exemple de Saint-Mexan-l'École dans les Deux-Sèvres avec Monsieur le maire Stéphane Baudry qui sera là, ainsi que des experts côté Valor, CEREMA et la DGALN du ministère de la Transition écologique. Et suivi à 16h30 d'un travaux pratique. Vous savez que pendant 1 heure, on va parler que d'un seul cas, la démarche de végétalisation de Saint-Jean-d'Angély, avec Madame le maire et les collègues de la Banque des territoires qui ont accompagné ce projet. N'hésitez pas, le club Petite Ville de demain, c'est votre club et votre réseau. Donc, faites-nous part de vos retours, de vos commentaires, de vos attentes. Vous allez recevoir un petit questionnaire de satisfaction. Encore un grand merci aux intervenants d'avoir tenu les délais, farouchement défendus, aux nombreux participants et puis toujours à l'équipe projet qui a conçu, concocté toute cette semaine et en particulier Julie Rago et Timothée Debrard au sein de mon équipe. Et à demain, on espère vous retrouver nombreux, ou jeudi, ou vendredi. Et on a toute la semaine ensemble pour parler de ce beau projet.
Merci beaucoup et bonne fin d'après-midi.